Bonjour à tous, cette vidéo constitue le cours numéro 3 sur les produits scalaires et les espaces vectoriels euclidiens. Alors vous savez que j'ai intégré les paragraphes du polycopier concernant les familles orthogonales et orthonormales au point numéro 3. Donc on commence maintenant le point 4, on parlera de bases orthonormales et de leur utilisation. Alors, base orthonormale ou orthogonale, on verra que quand on a l'une, on peut la transformer en l'autre assez facilement dans un espace dit euclidien. Alors, je vous rappelle ce dont il s'agit. Ici, E est un R espace vectoriel, mais il est de dimension finie. Alors, si on travaille dans un espace de dimension infinie, comme souvent les espaces de fonctions par exemple, E peut être un sous-espace vectoriel de celui-ci, mais il faut qu'il soit de dimension finie. Je vous rappelle que deux dimensions finies veut dire engendré par une famille finie. Il existe une famille finie génératrice. E est muni d'un produit scalaire qu'on note crochet. Donc vous voyez, R espace vectoriel, dimension finie et produit scalaire, c'est ce qu'on appelle un espace euclidien. Alors, le couple E crochet est un espace euclidien. On note double barre la norme associée au produit scalaire que l'on a choisi. Je vous rappelle la définition. Pour tout élément de E, la x de E, la norme de x, c'est la racine du produit scalaire de x avec lui-même. Produit scalaire de x avec lui-même, qui est positif. C'est l'une des propriétés essentielles du produit scalaire. On passe donc directement à un point que j'ai appelé 4.1. Construction d'une base orthonormale de E. Donc d'un espace euclidien. On prend d'abord une base quelconque. Je l'ai appelée E1, E2, En, parce que souvent c'est ce qui est donné. Les bases canoniques, par exemple, dans les espaces de polynômes ou dans les espaces de n-uplet. Alors, on va la transformer avec un procédé qui s'appelle le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors, il s'agit de partir de la famille E1 jusqu'à E2, de modifier ces vecteurs pour finalement trouver une autre famille qui est encore une base de grand E, mais qui cette fois est une base, alors d'abord orthogonale et puis ensuite orthonormale. On fait ça maintenant. J'ai appelé G égale G1, G2 jusqu'à Gn. La famille que l'on veut obtenir, à savoir une base orthogonale de grand E. L'idée est de la construire étape par étape. On va s'assurer que pour tout P appartenant à un N, l'espace vectoriel engendré par G1, G2 jusqu'à Gp soit l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusqu'à EP. Voyons déjà que si on fait ça jusqu'à l'étape N, la famille G1, G2 jusqu'à Gn aura le même espace vectoriel engendré que la famille E1, E2 jusqu'à En, mais comme E1, E2 jusqu'à En est une base, l'espace vectoriel qu'elle engendre, c'est tout E. La famille G1, G2 jusqu'à Gn sera donc génératrice de E. Mais comme elle a n vecteurs dans un espace de dimension n, ça sera une base. Alors, il faut qu'elle soit orthogonale, et ça aussi, on veut le faire étape par étape. On va s'assurer que pour tout P appartenant à 2n, la famille G1, G2 jusqu'à Gp est orthogonale, alors que vous savez que la famille E1, E2 jusqu'à EP, elle ne l'est pas forcément. Alors, comment prendre G1 ? Eh bien, là, on n'a pas tellement le choix. Il faut que l'espace vectoriel engendré par G1 soit le même que celui qui est engendré par E1. Il faut donc que G1 soit un multiple non nul de E1. Soit dans la même droite vectorielle et évidemment pas le vecteur 0. Le vecteur 0 n'a rien à faire dans une base. Alors, allons au plus simple, prenons G1 égale 1. Voilà qui assure l'étape P égale 1, nul pour la condition P égale 1 dans 1. Alors maintenant, comment trouver G2 ? L'idée est la suivante. On va prendre G2 égale E2 plus constante fois celui qu'on vient de trouver. C'est-à-dire E2 égale G2 égale E2 plus lambda fois G1. Pourquoi ce choix ? Pour s'assurer que l'espace vectoriel engendré par G1 et G2, vu la relation qui est ici, c'est l'espace vectoriel engendré par G1 et E2. Mais l'espace vectoriel engendré par G1 et E2, comme l'espace vectoriel engendré par G1, c'est celui engendré par E1, ça c'est l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. On aura l'étape P égale 2 dans le point numéro 1.
il reste à voir et à s'assurer que la famille ici est libre, est orthogonale, excusez-moi. Et pour ça, il faut calculer le produit scalaire de G1 avec G2. Alors, allons-y, on va, ou G2 avec G1, hein, c'est pareil. Donc ici, on va écrire G2 scalaire G1 égale, alors il vient E2 plus lambda fois G1 scalaire G1. Le produit scalaire étant bilinéaire, ici il vient E2 hop, scalaire G1 plus lambda fois G1 scalaire G1. Alors, la famille sera, G1, G2 j'entends, sera orthogonale si et seulement si G2 scalaire G1 égale 0. Et ça aura lieu si et seulement si, attention, hein, je ne suis pas en train de l'affirmer, je suis en train de chercher lambda pour que ce soit le cas. Si et seulement si, alors mettons ça sous forme d'équation, G1 scalaire G1 fois lambda égale moins E2 scalaire G1. Mais ici, G1 scalaire G1, c'est la norme de G1 au carré. C'est différent de 0 puisque, hop, G1 est CE1 et dans l'étape d'après, de toute façon, ça sera l'élément d'une famille libre. Notre système devient G2, enfin notre toute petite, c'est pas vraiment un système encore, c'est une équation. G2 scalaire G1 égale 0 si et seulement si lambda égale moins, hop, alors ici je vais mettre quand même un produit scalaire qui a une tête de produit scalaire, E2 scalaire G1 sur G1 scalaire G1. Donc on pose donc G2 égale E2 moins E2 scalaire G1 divisé par G1 scalaire G1. Alors remarquez que je pourrais écrire norme de G1 au carré à chaque fois, mais bon, pour l'instant, je laisse cela comme ça pour automatiser un peu le fait qu'au numérateur et au dénominateur, ce sont deux produits scalaires qu'il faut calculer. Alors, eh bien, on a déjà notre G1, cette fois je peux l'encadrer. Ça, c'était une étape intermédiaire, et vous avez vu qu'on n'a pas le choix. Si on veut G2 sous cette forme, il y a un unique choix du scalaire lambda qui s'impose pour que la famille G1, G2 soit orthogonale, c'est ça. Autrement dit, à retenir, G2 c'est E2, moins E2 scalaire G1, celui qu'on avait déjà construit, sur G1 scalaire G1, fois le vecteur G1. Alors, vous voyez qu'on a fait deux étapes. Eh bien, on va faire ça par récurrence, en supposant qu'on a fait ça jusqu'à P, et en essayant de faire ça la P plus unième fois. Faisons ça. Alors, on suppose maintenant construit les vecteurs G1, G2 jusqu'à GP, dont on vient de construire les deux premiers. Hein. Alors, on suppose qu'il vérifie que l'espace vectoriel engendré par G1, GP soit le même que celui engendré par E1 jusqu'à EP, mais aussi que la famille G1 jusqu'à GP est orthogonale. Alors, on suppose que l'on a fait ça pour P supérieur ou égal à 2, on vient de le faire pour P égale 2, et d'ailleurs une remarque, si l'espace vectoriel E de départ est de dimension 2, notre travail précédent fournit G1, G2 qui est une base orthogonale de E. Supposons donc que ça ne suffise pas, qu'il faille au moins le faire une fois de plus, c'est-à-dire que P est inférieur ou égal à n-1. Vous voyez qu'on veut ajouter un vecteur à notre famille, c'est-à-dire qu'on cherche GP plus 1. L'idée est de le chercher sous une forme qui ressemble à celle sous laquelle on a cherché G2 en fonction de G1, c'est-à-dire de poser G indice P plus 1
égale E indice P plus 1. Le premier vecteur de la base initiale qui n'apparaît pas dans l'espace vectoriel engendré ici, plus une combinaison linéaire, donc la somme pour I égale 1 jusqu'à P, des vecteurs déjà construits, lambda I, GI. Vous voyez que j'avais posé G2 égale E2 plus lambda E1, là je pose GP plus 1 égale EP plus 1 plus une combinaison linéaire des GI déjà construits. Alors, l'espace vectoriel engendré par G1, GP plus 1, GP plus 1, vu notre hypothèse qui est ici, c'est l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à EP et GP plus 1. Vous vous convaincrez facilement que toute combinaison linéaire de E1 EP et GP plus 1 est une combinaison linéaire de E1 EP EP plus 1, grâce à ça, et que réciproquement, toute combinaison linéaire des E de 1 à EP plus 1 est une combinaison linéaire des E1 EP GP plus 1, grâce à la forme que l'on a choisie de GP plus 1. On aura donc, pour ce choix de GP plus 1, l'hypothèse de l'espace vectoriel engendré constant entre les G1 jusqu'au GP qui sera prolongé au G1 jusqu'au GP plus 1. L'espace vectoriel engendré par G1 jusqu'à GP plus 1 sera le même que celui engendré par E1 jusqu'à EP plus 1. Reste à voir, ou plutôt à choisir, les lambdas qui sont ici pour que GP plus 1 ajouté à cette famille forme encore une famille orthogonale. Alors, les GI pour I et J distincts entre 1 et P sont déjà orthogonaux puisque cette famille l'est. Reste donc à s'assurer que GP plus 1 soit orthogonaux à G1, G2, GP, donc à tout GK entre 1 et P. Calculons donc G indice P plus 1, scalaire GK pour K entre 1 et P. On prend le scalaire de cette expression-là avec GK. Cette fois, je le fais directement en utilisant la bilinéarité du produit scalaire. Il vient E indice P plus 1 scalaire GK plus la somme pour I égale 1 jusqu'à P des lambda I GI scalaire GK. Oui, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les vecteurs G1 jusqu'à GP formant une famille orthogonale, ici, dans cette somme, le seul terme qui est non nul, c'est quand I prend la valeur K, puisque GI scalaire GJ pour J différent de K est nul. Autrement dit, ça c'est E indice P plus 1 scalaire GK plus le seul terme non nul dans cette somme, à savoir lambda K, vecteur de GK scalaire GK. Ici, je vous rappelle que G1 jusqu'à GP est une famille orthogonale. Alors, ainsi, ce que l'on souhaite, à savoir que G indice P plus 1 scalaire GK soit nul, se produit si et seulement si. Alors, allons-y là aussi peut-être directement. Lambda K égale moins EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK. Alors, je fais la même remarque que tout à l'heure. GK scalaire GK, je peux aussi écrire norme de GK au carré. Je préfère me laisser sous cette forme pour l'instant. Alors, récapitulons. Quel G indice P plus 1 va-t-on choisir? Eh bien, celui qui est là, avec la valeur lambda K ou lambda I, c'est pareil, pour chacun de ces scalaires. C'est-à-dire, on pose G indice P plus 1 égale E indice P plus 1 moins, on peut mettre moins devant la somme, la somme pour K égale 1 jusqu'à P des EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK
fois le vecteur, ça c'est un scalaire, hein, fois le vecteur GK. Puisqu'ici, le lambda I que j'ai calculé, en l'occurrence ici le lambda I pour I égale K, doit être affecté au vecteur, comme un scalaire, au vecteur GI. Donc voilà ce qu'on appelle donc la formule de récurrence dans le procédé de Gram-Schmidt, qui donne en fait G indice P plus 1 quand on connaît les G déjà construits. Alors je vais même l'encadrer, il faut que vous vous en souveniez. Le vecteur numéro P plus 1, les vecteurs G1, GP étant déjà construits, s'écrit comme E indice P plus 1 moins la somme pour K égale 1 jusqu'à P des EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK fois le vecteur GK. Alors, je conclus en disant qu'une fois qu'on a fait ça n fois, on a obtenu notre famille souhaitée. Alors, on vient de démontrer la proposition suivante, soit bêta égale 1, 2 jusqu'à en une base de grand E. La famille G, G1, G2 jusqu'à Gn définie par G1 égale 1, puis pour tout P appartenant à 1 jusqu'à n-1, G indice P plus 1 égale E indice P plus 1, moins une combinaison linéaire des GK dont chaque coefficient est EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK. Cette famille est une base orthogonale de grand E. Alors, la démonstration, c'est dans le procédé, on utilise les propriétés de la famille G1, G2 jusqu'à Gn, construites de la façon précédente après n étapes. Bon, en fait, après n-1 étape de ce type, sans compter le choix de G1 qu'on a fait immédiatement. On a alors pour tout cas entre 1 et n, le vecteur GK n'est pas nul. En effet, ceci, on a dit que c'est une base orthogonale, en particulier c'est une famille libre. Donc aucun des vecteurs n'est nul. Vous remarquez aussi que j'ai mis GK scalaire GK ici, là, au dénominateur. GK scalaire GK, c'est la norme de GK au carré, ce n'est pas nul. Donc les normes de GK sont toutes non nulles. On peut donc facilement passer d'une base orthogonale à une base orthonormale. Il suffit de prendre la famille H égale H1 jusqu'à Hn, construite ainsi. Donc 1 sur norme de G1 fois G1, virgule 1 sur norme de G2 fois G2, virgule 1 sur norme de Gn fois Gn. Alors, cette famille est une base, cette fois orthonormale de grand E. En effet, la norme de ce premier vecteur, par exemple, le scalaire 1 sur norme de G1 sortant du calcul de la norme, il vient 1 sur norme de G1 fois norme de G1, donc la norme de ce vecteur c'est 1, idem pour la norme de H2. Et enfin la norme de Hn, alors ça complète la propriété, vous voyez qu'on a ainsi un procédé qui permet de créer à partir d'une famille qui est une base quelconque, une base d'abord orthogonale, puis une base orthonormale. Je fais deux petites remarques sur cette base. D'abord sur le fait que les espaces vectoriels engendrés par les G1 jusqu'à Gp sont les mêmes que E1 jusqu'à EP, et d'autre part sur le fait qu'on peut ce qu'on appelle normaliser à chaque étape. Je reviens pour vous expliquer ça. Se rajoute donc à la propriété ci-dessus la précision suivante. Les familles qu'on a appelées G et H vérifient pour tout P appartenant à un N l'espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs de H ou les P premiers vecteurs de G est le même que celui engendré par les P premiers vecteurs de E. E1 jusqu'à EP étant les vecteurs de la base initiale. Alors, l'égalité ici est simple, puisque chaque HI est un multiple par un scalaire non nul de GI. Une petite remarque qui sert peu, mais qui est dans le polycopié, donc je vous la cite. On montre que, alors c'est une forme d'unicité, H est l'unique famille, il manque le mot famille, l'unique famille
orthonormal de E tel que, alors la propriété citée là ci-dessus, quel que soit P appartenant à un N, l'espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs de H, est le même que celui engendré par les P premiers vecteurs de B, bêta, et que HP scalaire EP est strictement positif. Alors, la deuxième remarque que je voulais citer à propos de la construction des familles G et H tient à ce que j'ai appelé juste avant là, la normalisation à chaque étape. On a pris G1 égale E1, et vous savez que H1 c'est 1 sur norme de G1 fois G1. Puis G2 égale E2 moins, alors je vous le rappelle, un scalaire qui vaut E2 scalaire G1 sur G1 scalaire G1 fois G1. Puis E2 égale 1 sur norme de G2 fois G2. Donc vous voyez qu'en fait à chaque fois qu'on calcule un vecteur GK, on peut en déduire le HK en normalisant cette étape-là, passer de G1 à H1, de G2 à H2, puis finalement de GK à HK par la formule, l'opération HK égale 1 sur norme de GK fois GK, on appelle ça la normalisation. Alors, on peut déterminer HK à chaque fois que GK a été calculé. Alors, dans ces cas-là, on a une formule un peu plus simple que celle proposée précédemment pour le calcul de GP plus 1. Attention, c'est pas le calcul de HP plus 1. Bon, vous voyez qu'il est de la forme E indice P plus 1, moins toujours la même chose, un scalaire. Mais cette fois, ce scalaire, la combinaison linéaire ici des G déjà construits est un petit peu plus simple. Je vous la donne. G égale 1 jusqu'à égale 1 jusqu'à P, des E indice P plus 1, scalaire HK fois HK. Donc vous voyez que si à chaque étape vous avez calculé les GK, vous en déduisez les HK, et dans ces cas-là le G indice P plus 1 se calcule à l'aide des H déjà construits de façon peut-être un tout petit peu plus simple. Il n'y a pas de dénominateur ici par rapport à la formule donnant G indice P plus 1 en fonction des GK. Bon ben je montre ça tout de suite. Et on tire les conséquences des propriétés qu'on vient d'énoncer. La formule de récurrence donnant G indice P plus 1 en fonction des GK construits entre 1 et P est la suivante. G indice P plus 1 c'est E indice P plus 1 moins la somme pour K égale 1 jusqu'à P des EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK fois le vecteur GK. Alors si on s'intéresse à ce terme-là, vous savez que EP plus 1 vient ici facteur de GK, mais GK qu'est-ce que c'est? C'est norme de GK fois HK. En effet, le vecteur HK c'est 1 sur norme de GK fois GK. Ici, au dénominateur, j'ai GK scalaire GK, mais ça c'est la norme de GK, le tout au carré. Et enfin, ici, j'ai GK que je peux également écrire norme de GK, le tout facteur de H indice K. Donc, vous voyez ici, alors, par bilinéarité du produit scalaire, le GK ici sort, et ça fait GK carré sur GK carré. Donc, il vient bien E indice P plus 1 scalaire HK. Le tout facteur de HK, ce que vous pouvez remplacer ce terme ici par celui-là, ce qui donne une expression peut-être un petit peu plus simple du vecteur orthogonal au G précédent à partir des H. Bon, ceci dit, la normalisation est une étape toujours un peu pénible, donc je vous conseille, si vous n'avez pas besoin d'une base orthonormale, de plutôt privilégier une base orthogonale. Enfin bon, finalement, ce qu'on a montré, comme tout espace vectoriel euclidien possède évidemment des bases, on peut les orthogonaliser grâce au procédé de Gram-Schmidt ou les orthonormaliser soit à chaque étape, soit à la fin, en passant de l'ensemble des G1 jusqu'à Gn au H1 jusqu'à Hn. Corollaire important, donc tout espace vectoriel euclidien, je rappelle que ça signifie espace
un R espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire, eh bien, possède des bases orthogonales et des bases orthonormales. Alors, le nom base orthonormale est souvent résumé par BON. Alors, énonçons un corollaire à ce corollaire, un corollaire 2, qu'on appelle théorème de la base incomplète. Prenons des vecteurs E1, E2 jusqu'à EP, une famille qui est déjà orthonormale de E, avec P inférieur ou égal à n-1. En effet, si P égale n, cette famille étant orthonormale, elle est libre. Je vous rappelle que les familles orthonormales sont libres. Et elle aurait n vecteurs, ce sera donc déjà une base de E, et donc une base orthonormale. Donc supposons que ce soit une famille orthonormale, mais qui n'ait pas la longueur suffisante pour former une base de E. Eh bien, on peut la compléter par des vecteurs que j'appelle ici h indice p plus 1 jusqu'à hn de E, pour former une base orthonormale de E. Donc vous voyez qu'à partir d'une famille orthonormale, on peut former une base orthonormale. Je commence la preuve, mais évidemment je n'aurai pas la place de la finir ici. Ici, la famille E1 jusqu'à EP étant une famille orthonormale, c'est une famille orthogonale formée de vecteurs non nuls. Je vous rappelle que les familles orthogonales formées de vecteurs non nuls sont libres, et les familles orthonormales sont toutes formées de vecteurs non nuls, puisque tous les vecteurs qui sont là sont de norme 1. Autrement dit, ça c'est une famille libre de E dans E. Une famille libre dans E. Alors, à une famille libre dans E, on peut appliquer le théorème de la base incomplète, qui n'est pas encore le théorème de la BON incomplète, mais tout simplement le théorème de la base incomplète. C'est ce qu'on va faire, et on va orthonormaliser la base obtenue. La famille E1-EP étant libre, on la complète pour former une base que j'ai appelée E1-EP, suivie de F indice P plus 1, Fn de E, où Fp plus 1 jusqu'à Fn sont des vecteurs à choisir dans E. Alors, ceci est une base, mais pas encore orthonormale. Ceci dit, on sait qu'on peut lui appliquer le procédé de Gram-Schmidt pour qu'elle le devienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque l'on applique le procédé de Gram-Schmidt à une famille dont les premiers vecteurs sont déjà orthonormaux, les vecteurs E1, E2 jusqu'à EP ne vont pas être modifiés. Alors, montrons ça. Bon, pour le premier, c'est simple. On a pris G1 égale 1. Donc, la norme de G1, c'est la norme de E1, ça vaut 1. Et H1, qui est 1 sur norme de G1 fois G1, ça fait 20. H1 égale E1. Je vous rappelle que E1 égale, la norme de E1 est égale 20 parce que la famille E1 jusqu'à EP est orthonormale. Alors, ça c'est pour le premier pas, si j'ose dire, pour Q appartenant à 1, P-1, si on suppose que quel que soit K appartenant à 1Q, HK égale K, alors la formule de récurrence entre guillemets simplifiée pour la construction de G numéro Q plus 1, c'est E indice Q plus 1 moins la somme pour K égale 0 jusqu'à Q de E indice Q plus 1 scalaire HK fois HK. J'ai utilisé les vecteurs HK déjà construits plutôt que les vecteurs GK, celui-là c'est l'orthogonal et pas encore orthonormal. Oui, mais regardez ici, la famille E1 jusqu'à EP étant orthonormale, elle est orthogonale, et quel que soit K appartenant à 1Q, le vecteur EQ plus 1 est orthogonal au vecteur EK. Ça vaut 0. Donc ici, tous les termes là sont nuls. Et donc G indice Q plus 1, c'est E indice Q plus 1 lui aussi. Et à nouveau, alors là je ne le fais pas, sa norme est égale à 1. Puis, ici je mets, puis H numéro Q plus 1 égale E numéro Q plus 1. Alors, à retenir, en fait, l'orthonormalisée d'une famille libre qui est déjà orthonormale, c'est elle-même. On ne modifie pas une famille orthonormale en lui appliquant le procédé de Gram-Schmidt. Ici, l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de toute la base
va laisser invariant les vecteurs E1 jusqu'à EP. En revanche, les vecteurs F indice P plus 1 jusqu'à Fn, eux, vont peut-être être changés. Tout dépend de ceux que l'on choisit ici. Mais par exemple, si Fp plus 1 n'est pas orthogonal à tous les vecteurs E1 jusqu'à EP, il va être changé. Il va être changé en un vecteur, disons, H indice P plus 1. Le Fn également, changé en un vecteur Hn. Mais finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une base orthonormale, une base orthonormalisée de Gram-Schmidt, qui est une BON, je vous le rappelle, qui est une base orthonormale qui commence par les mêmes vecteurs que notre famille libre orthonormale, d'où le terme théorème de la BON incomplète. Alors, vous voyez qu'on a fait beaucoup d'efforts pour obtenir des bases orthogonales ou des bases orthonormales d'espaces vectoriels, pour compléter des familles orthonormales si elles n'en ont pas assez de vecteurs. Tout ça pour avoir une base orthonormale, ou des bases orthonormales en tout cas. On verra dans le point suivant, dans le point 4.2, donc ces bases orthonormales sont très utiles, d'une part pour exprimer les coordonnées d'un vecteur, d'autre part pour exprimer le produit scalaire de deux vecteurs. On verra ça dans la suite. Dans le paragraphe 4.1, on a appris à construire une base orthonormale de E. Je vous rappelle que E est un R espace vectoriel de dimension n à partir d'une base quelconque. Alors, cette base quelconque, elle s'appelait E1, E2 dans le point 4.1. Désormais, ça sera la base résultat de notre orthogonalisation puis orthonormalisation au besoin. Donc, j'appelle ici déjà bêta, E1, E2 jusqu'à n, une base orthonormale de grand E. Attention, les résultats qui vont suivre sont justement valables dans une base orthonormale et pas forcément dans une base quelconque. Je vous rappelle la spécificité de bêta pour tout couple IJ appartenant à un n carré. EI scalaire EJ, alors c'est 0 si I est différent de J, c'est-à-dire que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. C'est 1 si I égale J, ça veut dire que EI scalaire EI, c'est-à-dire la norme de EI au carré vaut 1, c'est-à-dire que la norme de EI également vaut 1. Alors, le premier point d'utilisation, c'est l'expression des coordonnées d'un vecteur. La proposition est la suivante. À chaque fois, je rappellerai que bêta doit être une BON, parce que c'est important de savoir que les propriétés données ne sont valables que dans celle-ci. Donc, bêta étant une base orthonormée de E, pour un vecteur x de E, on peut toujours écrire somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi et i. Ça, on peut le faire dans une base quelconque. Les xi, c'est les coordonnées de x dans la base bêta. La nouveauté, c'est l'expression de xi, la ième coordonnée sur une base orthonormale, c'est x scalaire ei. Alors, ça, on peut donc l'écrire, x égale somme pour i égale 1 jusqu'à n, du scalaire x scalaire ei fois ei. Ou alors, une autre façon de présenter les résultats, c'est de dire que la matrice dans la base bêta de x, alors on sait que c'est la colonne des coordonnées de x dans la base E1, E2 jusqu'à En, eh bien c'est x scalaire E1, suivi de x scalaire E2, suivi de x scalaire En. Faisons la preuve. On prend x dans grand E. Bien sûr, on peut toujours écrire x égale somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi et i, parce que bêta est une base. Mais bon, l'indice i étant muet, je peux l'écrire aussi, somme pour j égale 1 jusqu'à n des xj scalaire ej. Dans ces cas-là, pour i appartenant à un n, i appartenant à un n, on va calculer x scalaire ei. Alors, c'est la somme pour j égale 1 jusqu'à n des xi scalaire ej, des xi fois ej, scalaire ei. Par bilinéarité du produit scalaire, il y a somme pour j égale 1 jusqu'à n des xj, ej scalaire ei. Oui, mais ça, là, cet objet-là vaut, delta ij. C'est-à-dire que le seul terme non nul de la somme, c'est celui pour lequel j égale i. Et dans ces cas-là, ça vaut 1, et donc le tout fait x i. On a bien montré que la ième coordonnée de x sur la base bêta, c'est-à-dire xi, était x scalaire
EI. Voilà, alors je fais juste un petit aparté sur le fait que si la base n'est pas orthonormale mais orthogonale, il faudra s'adapter un petit peu. La remarque concernant la base non orthonormale mais seulement orthogonale, la voici. J'appelle bêta' égale E'1, E'2 jusqu'à E'N, une base orthogonale mais pas forcément orthonormale de grand E. Alors pour x appartenant à E, là encore, on peut écrire x comme une somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i E', puisque les E' forment une base. Dans une base orthonormale, le lambda i c'est x scalaire i. Alors là c'est x scalaire E' sur E' scalaire E'. Quelque chose qui d'ailleurs doit commencer à vous rappeler le procédé de Gram-Schmidt. En effet, si je pose x égale somme pour j égale 1 jusqu'à n des xj E'j, toujours pareil, hein, l'indexation étant muette, ici j'indexe sur j pour que le calcul avec E'I soit plus explicite. J'ai x scalaire E'I égale, toujours pareil par bilinéarité, somme pour j égale 1 jusqu'à n des xj E'j scalaire E'I. Alors, on sait que E'j scalaire E'I est nul si j est différent de i. Ça, c'est parce que la base est orthogonale. En revanche, le seul terme non nul s'écrit xi facteur de E'I scalaire lui-même. C'est-à-dire xi facteur de la norme de E'I au carré. Mais dans le cas d'une base orthogonale, on ne sait pas que ça vaut 1. Donc il faut conserver, vous voyez, xi. Et xi c'est x scalaire E'I divisé par E'I scalaire E'I. On met au dénominateur. Bon, on est sûr que c'est pas nul parce que c'est la norme au carré d'un vecteur non nul. Vecteur non nul parce que appartenant à une base, bien sûr. Hein. Dans une base, c'est une famille libre, il n'y a pas de vecteur nul. Remarquez aussi qu'on retrouve le résultat précédent parce qu'il est très facile de transformer une base orthogonale en base orthonormale. Il suffit de ce que l'on appelle normaliser les vecteurs, c'est-à-dire de passer de E'I à E'i en écrivant E'i égale 1 sur norme de E'I fois E'I. Dans ce cas, regardez, la décomposition de x s'écrit comme une somme de termes en i qui sont ceux que j'ai réécrits là, x scalaire E'I sur E'I scalaire E'I fois le vecteur E'I. Mais alors ici, on a déjà fait ça hein, dans la normalisation étape par étape dans le procédé de Schmidt. Ça s'écrit x scalaire norme de E'I. Vous voyez cette égalité là, ça s'écrit E'I égale norme de E'I fois E'i. Donc là j'écris norme de E'I multiplié par E'i dans le produit scalaire. Au dénominateur, la norme de E'I avec lui-même, c'est la norme de E'I au carré. Et E'I, on vient de voir hein, que c'était norme de E'I multiplié par E'i. Alors, vous voyez que ici sort la norme du vecteur E'I une première fois, puis une deuxième fois. Donc au numérateur, elle est présente au carré, mais au dénominateur aussi, elle est présente au carré. Donc elle va s'éliminer et il va simplement rester x scalaire E'i. Le i'ème coefficient, cette fois sur la base E1, E2 jusqu'à En de x, quand celle-ci j'entends E1, E2 jusqu'à En, est une base orthonormale. Alors, voilà pour les coordonnées d'un vecteur. Passons à ce qu'on appelle l'expression du produit scalaire. La proposition est la suivante. Bêta égale E1 jusqu'à En étant une base orthonormale de E. Si on prend deux vecteurs, l'un x, somme pour i égale 1 n de xi et i, toujours pareil, hein, l'existence des xi et même leur unicité est assurée par le fait que bêta est une base. Et y, la somme pour i égale 1 jusqu'à n des y et i. Alors, on a x scalaire y, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi, yi. Le produit scalaire s'écrit très simplement dans une base orthonormale
comme la somme des produits terme à terme des coordonnées. On prouve ça tout de suite. Pour faire la preuve, je crie x sous la forme somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi i et y. Cette fois, en utilisant un indice j, la somme pour j égale 1 jusqu'à n des yj ej. Quand on calcule x scalaire y, on a cette somme scalaire, celle-ci. Développons ça par rapport à la première place. Ça fait la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi ei. Scalaire, la somme pour j égale 1 jusqu'à n des yj ej. Cette fois par bilinéarité, donc linéarité par rapport à la deuxième place, ça fait somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi fois somme pour j égale 1 jusqu'à n des yj ei scalaire ej. Mais ei scalaire ej, c'est delta ij. Donc ça vaut 0 sauf pour i égale j. Et dans ces cas-là, ça vaut 1. Autrement dit, tout le terme qui est là vaut yi. Et le produit scalaire de x avec y, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi yi. Voilà pour cette preuve. Remarquez qu'on aurait pu ici écrire directement x scalaire y égale somme pour i égale 1 jusqu'à n de somme pour j égale 1 jusqu'à n des xi yj ei scalaire j. On le fait souvent, ce xi ne dépendant pas de l'indice de sommation j, on peut le mettre là-dessous. Ici, on n'en avait pas besoin. Donc, je l'ai gardé tel quel. Voilà, et ça c'est le résultat attendu. Deux remarques à propos de ce résultat. On peut d'abord associer les deux résultats précédents, à savoir la décomposition sur une base à l'aide de produits scalaires, et d'autre part celui qui donne la valeur du produit scalaire en fonction des coefficients sur une base. Si x et y sont dans E, la somme, alors attention, ici le n est un peu haut, on va descendre ça. Le produit scalaire de x avec y, c'est donc la somme pour i égale 1 jusqu'à n du coefficient i de x, c'est-à-dire x scalaire i, avec le coefficient i de j, c'est-à-dire de y, pardon, y scalaire i. Je répète, xi c'est x scalaire i, et i c'est y scalaire i. Somme pour i égale jusqu'à n des x scalaire i, y scalaire i. Attention, ça c'est si bêta est une base orthonormale, hein, une BON. Ça ne marche pas dans autre chose qu'une BON. Et une deuxième remarque, c'est qu'on peut exprimer le résultat sur le produit scalaire de façon matricielle. Regardez, j'appelle x1, x2 en colonne la matrice dans la base bêta de x, le vecteur grand X. Bon, on dit souvent grand X appartient à Rn, en fait à Mn1 de R, vous le savez. La matrice dans la base bêta de Y, je nomme Y1, Y2 jusqu'à Yn, et j'appelle ça la matrice grand Y. Là aussi, grand Y est dans Rn, et plus exactement dans Mn1 de R. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est que x1 scalaire Y? Vous pouvez vous convaincre que c'est la matrice x1, x2, 3 petits points, xn, multipliée par la matrice y1, y2 jusqu'à yn. En effet, ça fait x1, y1 plus x2, y2 plus xn, yn. C'est-à-dire, et ça c'est un résultat très intéressant avec nos notations, que c'est transposé de grand X multiplié par Y. Transposé de grand X multiplié par Y. Hop. Alors attention, là aussi, ce résultat-là n'est valable que si les vecteurs grand X et grand Y sont les vecteurs colonnes des coordonnées de petit x et petit y dans une BON. De même que cette formule ici ou là, hein, c'est la même, est valable uniquement dans une BON, celle-ci également. Alors le point ici, c'est un produit matriciel, hein, c'est transposé de x fois y si vous préférez. C'est le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Bon, vous savez que ça fait une matrice 1-1
qu'on identifie un réel. Un produit scalaire, c'est un réel. Voilà pour les deux principales utilisations. On va utiliser une troisième, qui est dans le point d'après dans le polycopier, mais que je pense utile ici. C'est la notion de supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vectoriel. Juste avant de passer au supplémentaire orthogonal que je viens d'évoquer, un petit retour sur l'exercice 3 que l'on a fait dans les TD. La propriété que je viens d'écrire, bêta étant une base orthonormale de E, s'écrit pour un couple xy de vecteurs de E, x scalaire y égale alors transposé de grand X fois grand Y, où grand X est la matrice dans la base bêta de X et Y la matrice dans la base bêta de petit y. Donc ça fait transposé de matrice dans la base bêta du vecteur X, multiplié ici, toujours pareil, produit matriciel, matrice dans la base bêta du vecteur Y. Bon, en général, on ne l'écrit pas parce que c'est toujours pareil, on n'écrit pas trop les produits matriciels. Mais ici aussi, il y en aura. Je vous rappelle le résultat de l'exercice 3. Bêta étant une base, cette fois quelconque, d'un espace vectoriel euclidien. On a montré que x scalaire y, c'était transposé de la matrice de x, multiplié par une matrice A, multiplié par la matrice de Y. Avec la notation, ça ferait transposer de grand X à Y. Et dans l'exercice, je vous laisse aller le revoir, A est la matrice formée des coefficients AIJ, où AIJ c'est EI scalaire EJ. E1 scalaire E1, puis E1 scalaire E2, jusqu'à E1 scalaire EN sur la première ligne, etc. Oui, mais ici, bêta n'est pas une base quelconque, c'est une base orthonormale. Donc, EI scalaire EJ, c'est delta IJ. Et la matrice, dès que I est différent de J, a un coefficient nul. Tous les coefficients sur la diagonale, donc pour I égale J, étant égaux à 1. Donc, A, c'est IN. Ce qui rend compatible notre résultat, x scalaire y égale transposé de matrice de x fois matrice de y, avec celui-ci. Puisque A égale IN, on retrouve bien le résultat général vu dans l'exercice 3, mais pour une base orthonormale. Un petit corollaire aussi, si ça marche pour deux vecteurs x et y, ça marche évidemment pour x et x. Or, le produit scalaire de x par x, c'est sa norme au carré. Autrement dit, avec les notations ci-dessus, la norme de x, c'est la racine de la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi carrés. Je rappelle que xi, c'est le ième coordonnée de x sur notre base bêta, que vous pouvez donc écrire somme pour i égale 1 jusqu'à n des x scalaires ei, le tout au carré. Là encore, avec les notations ci-dessus, c'est-à-dire bêta égale E1, E2 jusqu'à En, qui est une base orthonormale. Et de même, alors cette fois matriciellement, on écrit plus souvent volontiers un carré, parce que mettre une racine, là, c'est pas très facile au-dessus d'un produit matriciel. Donc la norme de x au carré, c'est transposé de grand X fois grand X. Là encore, on n'écrit pas vraiment le produit matriciel alors que l'on pourrait le faire. Ou grand X, c'est la matrice dans la base bêta du vecteur petit x. Alors, voilà pour ce corollaire qui peut servir évidemment pour calculer une norme sur une base orthonormale. Passons donc à la propriété importante concernant les supplémentaires orthogonaux, soit F, un sous-espace vectoriel de E. Je vous rappelle qu'ici, E est un espace euclidien, c'est-à-dire un R-espace vectoriel muni d'un produit scalaire, ce qui en fait un espace pré-hilbertien réel, mais de dimension finie. Ça, c'est vraiment très important, la notion de dimension finie. Alors, dans ce cas-là, vous savez qu'on peut définir l'ensemble F orthogonal. F orthogonal est l'ensemble de tous les vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de F. Eh bien, il est en somme directe avec F pour former E. Voilà la proposition importante. L'orthogonal de F est un supplémentaire de F dans E. On va prouver ça tout de suite.
Un rappel pour commencer, l'ensemble F orthogonal est l'ensemble de tous les x de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de F, c'est-à-dire quel que soit petit f appartenant à grand F, x scalar F égale 0. On veut faire la preuve de E et la somme directe de F et de F orthogonal. Deux cas évidents, si j'ose dire. Si F c'est E, on a vu que son orthogonal c'est le vecteur nul. Et on sait que E est la somme directe de E et du singleton 0. Si F est le singleton 0, alors son orthogonal c'est E, et on sait que E est la somme directe du singleton 0 et de lui-même. Alors, on suppose donc que F est inclus dans E comme un sous-espace vectoriel avec dimension de F entre 1 et n-1. Je rappelle que ici n c'est dimension de E et on pose P égale dimension de F. Donc ici, P est entre 1 et n-1. Alors, on va considérer une base F1, F2 jusqu'à Fp de grand F. Remarquez, grand F est un sous-espace vectoriel de grand E. Il est tout aussi muni que E d'un produit scalaire. Donc, c'est un espace vectoriel euclidien. Cette base F1, F2 jusqu'à Fp, on peut la choisir orthonormale. Si elle ne l'est pas a priori, on l'orthonormalise grâce au procédé de Gram-Schmidt. Donc on peut considérer une famille F1, F2 jusqu'à Fp formée de vecteurs de F en nombre P, puisque P est la dimension de grand F, 2 à 2 orthogonaux et de norme 1. C'est une base orthonormale de F. Je vous rappelle ce que ça veut dire. F est l'espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à Fp. P est important, hein, c'est la dimension. Et d'autre part, pour tout ij appartenant à 1p carré, fi scalaire fj égale delta ij. 1 si i égale j, 0 sinon. Alors l'idée, et c'est pour ça que j'ai mis ce paragraphe dans ce cours, c'est parce qu'on va utiliser le théorème qu'on a énoncé il y a quelques temps dans cette vidéo, le théorème de la BON incomplète. Ici, on a une famille orthonormale. Famille orthonormale, puisque c'est une base orthonormale, c'est une famille orthonormale. Alors, on peut compléter ça en une base orthonormale. De grand E. Alors celle-là, on va l'appeler comment? On va donner des noms qui ne sont pas F à partir de n+1 pour simplifier la notation. On va l'appeler F1 jusqu'à Fp, donc les premiers vecteurs de la famille. Et on rajoute des vecteurs, disons, G indice P+1 jusqu'à G indice N de grand E. Ça, c'est, je répète encore, une base orthonormale de grand E. Alors, on sait que dans ce cas, que si on pose grand G et l'espace vectoriel engendré par G indice P+1 jusqu'à G indice N, encore un petit problème de hop, 3 petits points G indice N, voir le chapitre sur les espaces vectoriels, on a E et la somme directe de F, l'espace vectoriel engendré par les premiers ici, avec G. Alors, qu'est-ce qui reste à voir? Reste à voir, et on va le montrer tout de suite, que notre espace vectoriel G ici, alors regardez ce que c'est, engendré par les vecteurs qu'on a utilisés pour compléter une base orthonormale de F en une base orthonormale de E. Eh bien, cet espace, c'est F orthogonal. On aura donc E égale F, somme directe avec F orthogonal. On va montrer ça maintenant. Avant de finir la preuve, donnons un lemme qui s'avérera utile ici et dans d'autres situations. Soit V1 jusqu'à Vp des vecteurs de E et X un autre vecteur de E. X est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vp si et seulement si X est orthogonal à tous les vecteurs V1 jusqu'à Vp.
Alors, montrons cette équivalence par double implication. Supposons d'abord que X est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par les VI. Mais pour I appartenant à un P, VI fait lui-même partie de cet espace. VI, c'est une fois VI, donc c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à VP. Le fait que X soit dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré, ça veut dire qu'il est orthogonal à tout vecteur de l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VP, donc à tout vecteur VI. Ainsi, X est orthogonal à VI. Alors, je conclus par oral, on a bien pour tout I appartenant à 1P, X scalaire VI égale 0. Réciproquement, supposons cette propriété vraie, c'est-à-dire que pour tout I appartenant à 1P, X scalaire VI égale 0. Prenons un vecteur V quelconque dans l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VP. Par définition, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à P des lambda I VI, où les lambda 1 jusqu'à lambda P sont des réels. Ici, on est dans un R espace vectoriel. Alors, si on calcule X vecteur V, comme on l'a fait souvent là depuis le début de la vidéo, X égale 1, X scalaire V, pardon, égale 1 jusqu'à P, somme pour I égale 1 jusqu'à P des lambda I, X scalaire VI. Mais avec notre hypothèse, attention, c'est pas I indice P, ici, là, c'est somme pour I égale 1 jusqu'à P. Mais avec notre hypothèse, les X scalaires VI sont tous nuls, donc ceci, ça fait 0. Alors, là aussi, je conclus par oral, regardez, pour tout V dans l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VP, alors, X scalaire V égale 0. On en déduit donc que X est dans l'orthogonale de cet espace vectoriel engendré. Alors, avec ce petit lemme, finissons notre preuve. Je vous rappelle où on en était. On avait construit une base bêta, F1, FP, puis GP plus 1 GN, qui est une base orthonormale de grand E. On avait posé F, l'espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à FP. En fait, plutôt, on avait choisi F1 jusqu'à FP pour que ce soit le cas et que ces vecteurs forment une famille orthogonale. On avait posé grand G égale l'espace vectoriel engendré par GP plus 1 jusqu'à Gn. Prenons un X dans E maintenant. Comme ceci est une base, on peut décomposer X comme la somme pour I égale 1 jusqu'à P, d'abord des XI FI, puis la somme pour I égale P plus 1 jusqu'à N des XI GI. Les XI étant les coordonnées de X sur la base bêta. Bon, j'ai écrit deux sommes parce que les vecteurs de la base bêta commencent par s'appeler F, puis s'appeler G. De plus, c'est une base orthonormale, donc on sait que les XI, alors pour I allant de 1 jusqu'à P, ça sera X scalaire FI, X scalaire FI, et pour I allant de P plus 1 jusqu'à N, ça sera X scalaire GI. Ça ne nous servira pas trop, c'est surtout le premier point qui va nous servir. En effet, alors attention, là je fais un stop, ça c'est pour tout X. Maintenant, je n'affirme pas que X est dans F orthogonal, je dis que c'est le cas d'après notre lemme, puisque F est l'espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à Fp, cet X que je viens de prendre est dans F orthogonal, si et seulement si pour tout I appartenant à un P, X scalaire FI égale 0, c'est-à-dire si et seulement si pour tout I appartenant à un P, X I égale 0. Et ça, c'est pareil que de dire si et seulement si X appartient à l'espace vectoriel engendré par les GI, puisque cette partie est nulle. Autrement dit, G indice P plus 1 jusqu'à 3 petits points Gn. Alors, mais ça c'est G. Ceci, un espace vectoriel engendré par Gp plus 1 jusqu'à Gn. C'est G, ainsi, X appartient à, quel que soit X appartenant à, ici, je peux finir en disant que ça c'est, si et seulement si, j'ai plus beaucoup de place, si et seulement si, allez, X appartient à G, ainsi, deux points, on a bien montré que F orthogonal, c'est G. Comme on a E égale la somme directe de F et G, finalement, E c'est la somme directe de F et de F orthogonal.
À retenir absolument, dans un espace euclidien, si on prend un sous-espace vectoriel F, son orthogonal est aussi l'un de ses supplémentaires. On appelle ça son supplémentaire orthogonal. Je précise le vocabulaire que je viens d'évoquer. Si F est inclus comme sous-espace vectoriel dans E étant un espace euclidien, on a vu que E c'est la somme directe de F et de F orthogonal. Alors, on dit que dans ces cas-là, F orthogonal est le supplémentaire orthogonal de grand F. Et regardez, là, comme d'habitude, si cette relation est vérifiée, on a dimension de F orthogonale, c'est dimension de E moins dimension de F. Hein, c'est vrai pour toute somme directe. La dimension d'un supplémentaire de F a pour dimension celle de E moins celle de F. Une proposition qui va s'ajouter grâce à cette égalité de dimension. Pour F, donc un sous-espace vectoriel de E, l'orthogonal de son orthogonal, c'est lui-même. Alors, on avait déjà vu dans un cadre très général, donc en dimension quelconque, que F est inclus dans l'orthogonal de son orthogonal. Je m'explique, les vecteurs de F sont orthogonaux à tous ceux de F orthogonal. Donc ils sont dans l'orthogonal de F orthogonal. Ça, c'est une inclusion, j'allais dire, presque évidente. Mais de plus ici, quelle est la dimension de l'orthogonal de F? On applique cette propriété avec F orthogonal à la place de F. Ça, c'est dimension de E moins dimension de F orthogonal. Mais qu'est-ce que c'est que dimension de E moins dimension de F orthogonal? C'est dimension de F. On a donc une inclusion avec égalité des dimensions, et donc cette inclusion-là est en fait une égalité. F, c'est l'orthogonale de F. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, comme d'habitude, les parenthèses se chevauchent, mais c'est pas bien grave. Voilà, ça va mieux. Alors, une dernière propriété, cette fois toujours sur les supplémentaires orthogonaux, mais quand on a deux sous-espaces vectoriels, j'en prends deux qui s'appellent F1 et F2. J'aurais pu les appeler F et G, mais dans la preuve précédente, G jouait un rôle particulier. Vous pouvez bien sûr écrire ça avec des F et G. Soit donc F1 et F2, deux sous-espaces vectoriels de E, toujours pareil, hein, espace euclidien, ici. Vous relirez, bon, c'est peut-être marqué trop de fois, mais enfin bon. Les deux propriétés, les deux propositions, les voilà. Alors, on savait déjà, là aussi, dans un cadre général d'espace préhilbersien, que l'orthogonale d'une somme, c'est l'intersection des orthogonaux. C'est connu, je fais un petit rappel quand même dans le dernier tableau sur ce point. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que l'orthogonale d'une intersection, c'est la somme des orthogonaux, c'est-à-dire F1 orthogonal plus F2 orthogonal. Ça, c'est spécifique aux espaces euclidiens. Eh bien, je termine cette vidéo en prouvant, alors en rappelant la preuve de 1 et en faisant la preuve de 2. Pour la preuve du point 1, il s'agit d'un rappel. Alors, on va procéder en deux étapes. On sait d'abord que F1 est inclus dans F1 plus F2. En effet, un tout vecteur de F1 s'écrit comme lui-même plus 0. De même, F2 est inclus dans F1 plus F2, puisque tout vecteur de F2 s'écrit 0 plus lui-même. Alors, on sait dans ces cas-là que l'orthogonale de F1 plus F2 est inclus dans l'orthogonale de F1. Regardez, si un vecteur est orthogonal à tous les vecteurs de F1 plus F2, il est en particulier orthogonal à tous les vecteurs de F1. De même, l'orthogonale de F1 plus F2 est inclus dans l'orthogonale de F2. Ces deux inclusions ensemble font que l'orthogonale de F1 plus F2 est inclus dans l'orthogonale de F1 inter l'orthogonale de F2. Pour la réciproque, on prend X dans cet ensemble, l'orthogonale de F1 inter l'orthogonale de F2, et Y dans F1 plus F2. On peut décomposer Y en Y1 plus Y2, où Y1 est dans F1 et Y2 est dans F2. Hein. C'est la définition d'appartenir à
F1 plus F2. Alors, avec cette hypothèse et cette décomposition, x scalaire y, c'est x scalaire y1 plus x scalaire y2. Le premier est nul parce que x est dans F1 orthogonal et y1 est dans F1. Le deuxième est nul parce que x est dans F2 orthogonal et y2 est dans F2. Et donc le tout fait 0. On a donc x appartient à, alors ceci est valable pour tout vecteur y, on a donc x appartient à f1 plus f2 orthogonal, et ceci assure que si on prend donc f1 orthogonal inter f2 orthogonal, tout vecteur de l'un est dans f1 plus F2, le tout orthogonal. L'inclusion qui était ici est donc en fait une égalité, vous le voyez. Alors, pour le point 2, passons à... On va utiliser le fait que l'orthogonal de l'orthogonal de f, c'est lui-même. Regardez, ce que j'ai écrit ici comme égalité, finalement, je peux l'écrire pour ici F1, au lieu, je remplace F1 et F2 par leurs orthogonaux, c'est-à-dire l'orthogonal de F1 plus l'orthogonal de F2, le tout orthogonal, égale, on a vu que cette inclusion était une égalité, égale l'orthogonal de F1 orthogonal, inter l'orthogonal de F2 orthogonal. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'orthogonal de l'orthogonal de F1? C'est F1. L'orthogonal de l'orthogonal de F2, c'est F2. Alors regardez, voilà l'orthogonal de cet ensemble-là, c'est F1 inter F2. Autrement dit, cet ensemble-là, dans la parenthèse, c'est F1 inter F2, le tout orthogonal. Voilà qui termine la preuve de notre point, et qui termine d'ailleurs cette vidéo. À suivre dans le cours sur les espaces vectoriels euclidiens, le point 5, projection et symétrie orthogonale. À suivre au lycée naval d'ailleurs, puisque le prochain cours aura lieu dans la salle de SP1 et SP2, vous savez, filmé, retransmis pour ceux qui ne seront pas là, mis sur notre chaîne YouTube a posteriori pour que et les uns et les autres vous puissiez les revisionner. Voilà, donc je dis à bientôt à la plupart d'entre vous. J'espère que votre retour au lycée naval se passera bien. Vous aurez besoin de la zénitude du bol tibétain qui nous a accompagnés depuis le début, et maintenant de l'enthousiasme de ce lapin qui s'agite. Enfin, en tout cas, j'espère que tout se passera bien et qu'on pourra travailler dans de bonnes conditions. À bientôt, aux uns comme aux autres.